Le 4 mars 2018, ce n'est pas seulement l'histoire de la Suisse, mais celle du monde qui va être écrite. Chaque oui ou chaque non à l'initiative No Bilag va marquer l'histoire. Et pour cela, réfléchissez bien comment vous allez voter. Transmettez nos émissions surtout aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Merci beaucoup. Bilag. Tu les as suivis et tu seras pris avec eux. Voici Ivo Sazek, né à Zurich, fondateur de la TV Internet gratuite qui est la plus grande portée au monde, pour une couverture journalistique non censurée et des voix dissidentes de toutes sortes. Ce site s'appelle Klagemauer TV, abrégé en KlaTV. KlaTV gère 165 studios de cinéma et de son dans le monde entier, dans 42 langues et dans 212 pays. État, janvier 2018. La particularité de KlaTV, c'est que depuis des années, ces 213 présentateurs actuels font du bénévolat pour leur public. Les 670 techniciens, 194 coachs et maquilleurs font de même. En outre, 400 autres personnes traitent les plaintes quotidiennes adressées à KlaTV. Ces équipes de KlaTV ont produit plus de 8700 émissions professionnelles au cours des 5 dernières années et demie. Tout cela à leurs propres frais. Comment est-ce possible? Réponse. Parce qu'en même temps, ils ont encore les 2 pieds dans leur vie de travail et gagnent de leurs propres mains l'argent nécessaire. Beaucoup d'entre eux ont pris des postes à temps partiel afin d'investir plus de temps dans leur production pour KlaTV. D'autres ont choisi de réaliser des émissions pendant leur temps libre. Ils se privent régulièrement de fêtes, de voyages, de luxe, de passe-temps et d'autres commodités. Cependant, cela rend les collaborateurs de KlaTV complètement indépendants de tout financeur manipulateur ou tireur de ficelles. Ils sont politiquement, économiquement, religieusement, etc., complètement libres et indépendants. Leur seule récompense réside dans la diffusion des émissions qu'ils ont élaborées. Leurs efforts ont été récompensés jusqu'à présent. Alors que le site www.kla.tv n'avait enregistré que 1757 visites au cours de son année de fondation en 2012, actuellement, leur récompense pour tout leur travail s'élève à 9 millions de visiteurs réguliers. En réalité, il y en a beaucoup plus. En 2017, KlaTV était récompensé avec plus de 332 millions d'accès sur sa propre chaîne. C'est bien plus que cela avec tous ceux qui intègrent régulièrement KlaTV sur leur propre portail, de YouTube jusqu'à la télévision par câble. Tous ces gens orientés vers les besoins de la population prouvent que le travail professionnel des médias peut être facilement financé avec son propre argent. Oh, je ne le savais pas. C'est la première fois que j'entends ça. Vous voyez, c'est ainsi que vous êtes informés de manière unilatérale par leurs médias financés par des taxes obligatoires. Et il existe de nombreux cas similaires de détournement de ce type. Mais pourquoi KlaTV ferait-il tout ça gratuitement pour nous? Nous arrivons là au point principal. La seule réponse est d'ouvrir les yeux des citoyens européens sur ce qui se trouve justement derrière ces médias de masse, financés par des prélèvements obligatoires, en Suisse via les taxes Bilag, en Allemagne via les taxes GES. KlaTV est un simple cri d'alarme et d'urgence à la population. Tous les contributeurs de KlaTV font preuve de courage civil, car la résistance est devenue obligatoire. Dans des milliers d'émissions, ils ont révélé des mensonges médiatiques incroyables qui menacent la paix dans le monde. L'exemple le plus récent, la ZDF a renouvelé sa propagande mensongère de guerre contre l'Iran. Manifestation à l'échelle nationale. Le gouvernement iranien veut prendre des mesures sévères contre des manifestants. 2 personnes sont mortes. 2 jours plus tard, la ZDF a dû rectifier car le matériel présenté ici date de 2009. Le directeur adjoint de Human Rights Watch, Kenneth Roth, s'est également servi du courant dominant pour répandre ses mensonges contre l'Iran. Le 31 décembre 2017, il a prétendu que les manifestants réclamaient la démission du chef spirituel, l'ayatollah Khamenei, et a même utilisé des images d'une manifestation en faveur de ce même chef spirituel. Une vidéo du Bahreïn de 2011
a également été récemment réutilisé et attribué à l'Iran de manière belliciste, avec l'affirmation mensongère qu'il s'agit d'une manifestation de masse d'Iraniens contre leur gouvernement. Ce genre de mensonge médiatique se répand sur Internet des millions de fois en un rien de temps comme la peste. CLA-TV défend la paix dans le monde en dévoilant les mensonges des médias et les médias de mensonges. Comme vous le verrez dans les émissions suivantes, CLA-TV prouve que nos médias de qualité, financés par des taxes obligatoires, ont été infiltrés par des idéologues dirigés par le monde des affaires jusqu'aux plus dangereux bellicistes. Notre soi-disant diversité médiatique est l'un des mensonges du siècle. Étudiez nos émissions et voyez comment toute notre variété de médias a été étranglée sous le patronage de 3 agences de presse. Même ces 3 grandes agences restantes sont mises au pas dans un moule politiquement et économiquement correct. La véritable marque de fabrique des médias dits de qualité réside exclusivement dans leurs intérêts politiques et économiques. Ils sacrifient alors constamment tous les besoins réels des gens à ces intérêts égoïstes. Et pour une telle qualité d'information unilatérale, le citoyen suisse paie également une redevance annuelle obligatoire de 1,3 milliard de francs de taxes bilag. Le 4 mars 2018, mettez un oui dans l'urne pour l'initiative No Bilag. C'en est fini de l'obligation de payer des milliards pour des informations unilatérales, des mensonges flagrants et de la propagande de guerre. Transmettez nos émissions surtout aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Merci beaucoup. Pourquoi Ivo Sasek, ancien directeur d'un centre de désintoxication de drogués, a-t-il fondé CLA-TV? La réponse est simple et logique. Après que M. Sasek est arrivé à réhabiliter avec succès les toxicomanes, les malades mentaux et les alcooliques depuis les années 80 à ses propres frais, grâce à la charité chrétienne, les médias de masse financés par Bilag et GEZ ont soudainement commencé d'une même voix à répandre des mensonges sur Ivo Sasek et à s'attaquer à l'œuvre de toute sa vie. Pendant des années, ces prétendus médias de qualité ont toujours refusé de diffuser les nombreuses rectifications de M. Sasek. Alors qu'ils étaient au courant, ils ont augmenté leur battage médiatique en torpillant toutes les œuvres d'Ivo Sasek au lieu de procéder à des rectifications publiques. Ce qui semble être de la science-fiction, beaucoup de personnes innocentes l'ont perçu et compris. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui activement impliqués dans le travail de CLA-TV ont vécu en même temps des choses similaires. Ivo Sasek est également le fondateur de Panorama Film et a réalisé plusieurs longs métrages très exigeants. Cependant, les médias Bilag et GEZ ont attaqué dès le début toutes les tentatives de publication d'Ivo Sasek. Ils ont menacé d'agitation médiatique les festivals de films et les propriétaires de cinéma s'ils publiaient les œuvres d'Ivo Sasek. Lorsque Panorama Film a néanmoins réussi à pénétrer dans les festivals, dans les magasins et dans les cinémas, les bailleurs de fonds ont attaqué ces institutions jusqu'à ce que les produits de M. Sasek aient disparu de tous les marchés. Les mêmes prétendus médias de qualité ont également menacé de nombreux propriétaires de lieux de tournage et de salles, de sorte qu'Ivo Sasek se trouvait toujours devant des portes fermées. Comme au fil des années, Ivo Sasek a rencontré de plus en plus de personnes éminentes, dont certaines ont été persécutées et ruinées par les mêmes médias de la même manière. Il a fondé en 2008 la coalition anti-censure, l'AZK, où des dizaines de victimes des médias témoignent aujourd'hui dans de grandes réunions, bien qu'ils soient constamment attaqués et calomniés par les médias de Bilag et du GEZ. Les 20 livres écrits par Ivo Sasek, toutes ses productions musicales, CD, DVD, etc., subissent également les mêmes sanctions. Un seul et même média, donc, qui d'une part perçoit chaque année des milliards de taxes obligatoires, cherche d'autre part à ruiner ses rivaux ou les découvreurs sincères de la vérité afin qu'ils soient privés de toute capacité d'agir. Mais les coalitions appelées par M. Sasek ont mis toujours plus clairement en lumière ce qui se cachait derrière les persécutions dont on vient de parler. CLA-TV vous présente également par les émissions suivantes un aperçu des réseaux les plus étranges avec lesquels le courant dominant s'est lié et mêlé.
Loin de toute théorie de conspiration, les Suisses devraient voir sobrement comment les masses médias sont manipulés, non seulement par des tireurs de ficelles intéressés par le gain, mais aussi par les bellicistes les plus dangereux. Ce que CLA-TV a déjà expliqué en détail au fil des années, nous voulons vous le montrer, chers téléspectateurs, à travers certains des échantillons suivants. Décidez vous-même si cela n'a pas considérablement enrichi la diversité des médias que tout le monde souhaite. Si les émissions suivantes prouvent leur valeur, nos médias dits de qualité sont infiltrés par des organisations terroristes et des sociétés extrêmement dangereuses. Et il s'agit de retirer systématiquement tout soutien à ces personnes pour qu'un jour on ne dise pas « tu les as suivis et tu seras pris avec eux ». Les 165 studios CLA-TV offrent comparativement plus que les médias de masse financés de façon obligatoire. Mais ils le font à un coût nul, c'est-à-dire 101,3 milliards de francs suisses ou 8,1 milliards d'euros de financement annuel obligatoire. Savez-vous ce que représente 1,3 milliard de francs? C'est comme si vous aviez dépensé 100 000 francs par jour et ce, pendant 36 ans, ou avec ce que récupère Quai et Zet en un an. C'est comme si un Allemand dépensait 100 000 euros par jour pendant 222 ans. Par conséquent, et pour bien d'autres raisons importantes, le 4 mars 2018, déposez dans l'urne un oui pour l'initiative No Bilag. Arrêtez de payer des milliards pour une couverture médiatique unilatérale. CLA-TV, les autres nouvelles. Libres, indépendantes, non censurées. Transmettez cela surtout aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Caractéristique d'une pratique de conspiration. Le but de SRF est de donner dès le départ aux spectateurs responsables l'impression sans équivoque que les théories de conspiration tournent en rond. Par ce moyen, on néglige, et c'est grave, de montrer aux spectateurs responsables comment discerner entre les théories de conspiration et les faits de conspiration. CLA-TV donne un coup de pouce et avec les documents suivants, présente une étude de l'anatomie de ceux qui pratiquent les conspirations plutôt que de faire l'étude de l'anatomie des théories de conspiration. La chaîne de télévision suisse SRF est spécialement au centre de l'attention. Comment pouvez-vous dire si quelque chose n'est qu'une théorie de conspiration ou s'il s'agit déjà d'un fait de conspiration, c'est-à-dire d'une pratique de conspiration? Tout simplement, on doit d'abord écouter attentivement les preuves d'une prétendue théorie de conspiration. Ensuite, on doit vérifier par soi-même si c'est effectivement le cas dans la pratique. Dans la plupart des cas, c'est très facile à faire. Voici 3 courtes études de cas. Exemple 1. Depuis l'effondrement des tours jumelles, plusieurs milliers de scientifiques ont fait remarquer que quelques milliers de litres de kérosène brûlant n'auraient jamais été capables de faire fondre et de pulvériser 2 gratte-ciel entiers en structure d'acier. Pourquoi ces témoins sont-ils catégoriquement étiquetés comme théoriciens de conspiration depuis le 11 septembre? N'importe qui peut faire le test pour voir si la chaleur dégagée par la combustion du carburant d'avion est suffisante pour faire fondre n'importe quel type d'acier. Si cela n'est pas possible, la prétendue théorie de conspiration est déjà révélée comme un fait de conspiration, c'est-à-dire comme une pratique de conspiration. Seuls les groupes de personnes qui ont conspiré entre eux peuvent utiliser une impossibilité physique comme arme contre ceux qui les ont démasqués. La question doit être posée immédiatement. Qui s'accroche à de tels mensonges et allégations absurdes? Il y en a des centaines dans le cas du 11 septembre. Et la question encore plus importante, pourquoi presque tous les médias de qualité préfèrent-ils la diffusion de mensonges impressionnants et prouvés, et ce, contre toute évidence empirique? Ne se révèlent-ils pas comme complices d'une conspiration mondiale?
Il est donc préférable d'étudier l'anatomie de ceux qui pratiquent la conspiration plutôt que d'étudier l'anatomie des théories de la conspiration. Le schéma de ceux qui pratiquent la conspiration et de leurs complices est toujours le même. Bien qu'ils soient pris la main dans le sac, ils affirment imperturbablement leur innocence, sans même se soucier des lois physiques. Ce qui ne devrait pas être, ne doit pas être. Ils s'en tiennent aveuglément à l'affirmation selon laquelle vous pouvez brûler la pierre et le fer avec une allumette, avant d'admettre qu'ils avaient tort, ou même qu'ils ont consciemment menti. La rectification est un mot totalement étranger pour eux. Le 4 mars 2018, ce n'est pas seulement l'histoire de la Suisse, mais celle du monde qui va être écrite. Le 4 mars 2018, mettez un oui dans l'urne pour l'initiative No Bilag. Fini les milliards de francs provenant de taxes obligatoires pour des informations unilatérales au peuple. Exemple 2. Mensonge climatique. De nombreux scientifiques renommés sont d'accord avec les lois physiques, comme l'a déjà déclaré le professeur Böttiger lors de l'AZK en 2008. Le CO2 a bien une influence sur le bilan thermique de la Terre, mais une influence minimale et non pas maximale comme on le prétend. Le rôle du CO2 et des gaz à effet de serre est que l'atmosphère, l'air, notre air, ne surchauffe pas. Mais au contraire, ils sont le mécanisme pour extraire l'énergie thermique de l'atmosphère. Cela signifie qu'en fin de compte, la fonction du CO2 est de refroidir. Pourquoi tous les scientifiques qui revendiquent de telles choses sont-ils tous étiquetés comme des théoriciens de conspiration? Dans ses reportages, SRF prédit une catastrophe climatique. Le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, GIEC, écrit lui-même dans un de ses rapports que le climat est un système chaotique et que les prévisions climatiques à long terme ne sont donc pas possibles. Un des pères de la théorie du réchauffement climatique, le biophysicien James Lovelock, a dû admettre que les prévisions climatiques sont fausses. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce qu'il en est du climat. Rien de ce que nous avions prédit n'est arrivé. Dans ses émissions, SRF affirme qu'une augmentation du CO2 entraîne une augmentation de la température et modifie le climat. Le climatologue et professeur à la retraite, le Dr Werner Kirstein, montre que la teneur en CO2 n'augmente toujours qu'après l'augmentation de la température. Car en raison de l'augmentation de la température, moins de CO2 peut être dissous dans les masses de l'eau des océans et des mers, et donc il émet du gaz. Par conséquent, une augmentation du CO2 n'est toujours observée que des années après une augmentation de la température. La relation causale est exactement inverse. Les informations de SRF se basent sur les rapports et les prévisions du GIEC. Nigel Calder, journaliste scientifique et écrivain britannique, a suivi de près l'histoire et le développement du GIEC. Il dit « Le GIEC est un groupe de travail purement politique, intergouvernemental et non scientifique. Il est composé de bureaucrates et de scientifiques, mais seulement de ceux qui chantent tous la même chanson. » La mission fondatrice du GIEC en 1988 était de démontrer que nous nous approchons d'une catastrophe climatique et que l'humanité est responsable des changements climatiques. Les résultats climatiques sont donc préprogrammés. Des scientifiques indépendants publient des preuves que les programmes informatiques du GIEC ont été programmés de telle sorte que la courbe de température a toujours montré et prédit une augmentation spectaculaire de la température, quelles que soient les données saisies pour le calcul. Cette courbe de température manipulée est appelée courbe du hockey stick, ou le mensonge du hockey stick. En 2009, plus de 1000 courriels ont été publiés par des pirates informatiques, révélant la manipulation de données climatiques par une branche du GIEC. SRF affirme que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, représente l'état des connaissances scientifiques dans ses rapports. Dans la pétition de l'Oregon de 1998, environ 31 000 spécialistes
dont 9000 scientifiques titulaires d'un doctorat en physique atmosphérique, ont signé qu'il n'y a aucune preuve scientifique que les humains influencent le climat. L'appel de Heidelberg en 1992 a été signé par 264 scientifiques, dont 52 lauréats du prix Nobel, qui se voient comme la contre-voix de la thèse du GIEC. Aujourd'hui, l'appel compte 4000 signatures, dont 72 lauréats du prix Nobel. Comme autre exemple, on cite l'US Senate Minority Report, dans lequel 700 scientifiques se sont tournés vers le Sénat en 2008 pour expliquer l'instabilité totale des revendications largement répandues sur les changements climatiques. Les membres du mouvement Clexit, Climatexit, sont également en désaccord avec le rapport officiel sur les changements climatiques. Le mouvement Clexit rassemble plus de 160 scientifiques de haut niveau de plus de 20 pays et disciplines. Météorologues, physiciens et astrophysiciens hautement qualifiés, qui rejettent les hypothèses et les pronostics des modèles informatiques du GIEC sur le prétendu changement climatique. SRF présente l'être humain comme la cause du changement climatique. Dans ses publications spécialisées, le physicien allemand et professeur à la retraite, Horst Joachim Lüdecke, est arrivé à la conclusion, premièrement, que les fluctuations des températures mondiales au XXe siècle ne dépassent pas celles des 2000 dernières années. Deuxièmement, que le réchauffement planétaire du XXe siècle était principalement d'origine naturelle. Et troisièmement, que la tendance de l'évolution des températures globales des 250 dernières années peut être attribuée au cycle naturel. SRF signale que les changements climatiques font fondre les calottes glaciaires polaires. Un trajet de 2000 km en voiture ferait fondre 1 mètre de glace polaire. La calotte glaciaire de l'Arctique est plus petite et plus mince que jamais. Le 14 septembre 2014, le quotidien autrichien Kronenzeitung rapporte « La croissance de la glace au pôle surprend les climatologues » et « Le réchauffement climatique fait-il une pause ?» Il y est mentionné qu'on a enregistré la plus grande étendue de glace autour du continent antarctique en 35 ans, ce qui est un énorme problème pour les pingouins, car ils ont besoin d'eau pour chasser leur proie. L'évaluation de l'imagerie satellite de l'année 2015 montre une augmentation de la surface glacée de l'Arctique de 1,02 million de kilomètres carrés par rapport au creux précédent de 3,39 millions de kilomètres carrés le 17 septembre 2012, soit une croissance de 30%. La calotte glaciaire n'est pas seulement plus grande et plus épaisse, elle est aussi devenue plus dense. Cela signifie qu'elle est plus résistante aux nouvelles fusions, comme le souligne le professeur Andrew Shepard de l'Université de Leeds. Selon ses observations, la glace dans l'Arctique s'est rétablie de façon significative. Judith Curry, spécialiste de l'atmosphère et de l'environnement au Georgia Institute of Technology d'Atlanta, est d'accord. La spirale descendante de la calotte glaciaire de l'Arctique semble être inversée. Pour étayer ses arguments sur le changement climatique, SRF montre des cheminées qui fument avec des rejets sombres de gaz. Le CO2 est appelé gaz à effet de serre et sa teneur doit être réduite. On sait généralement que le CO2 est un gaz invisible, inodore et non toxique dans l'atmosphère. Selon le professeur Kirstein, il est climatiquement neutre et vital pour la flore et la faune, en particulier pour la régénération de la forêt tropicale humide. La part du CO2 dans l'atmosphère totale n'est que de 0,038%. De cette quantité, les êtres humains ne produisent que 4%, ce qui signifie que la proportion de CO2 d'origine humaine dans l'atmosphère mondiale ne représente que 0,00152%. La littérature spécialisée indique une concentration de CO2 optimale de 0,06 à 0,16% pour la croissance des plantes.
Par conséquent, une concentration de CO2 plus élevée profiterait au moins aux plantes. Une partie du CO2 est introduite dans les serres pour son effet fertilisant. Alors là aussi, la question doit être posée. Qui s'accroche encore à de telles affirmations absurdes et mensongères, car dans le cas de prétendues catastrophes climatiques, on peut en repérer des multitudes. Et pourquoi est-il plus important pour presque tous les grands médias de s'accrocher aux mensonges plutôt qu'à la vérité scientifique prouvée? Sont-ils payés? Si oui, par qui exactement? Avec quels objectifs supérieurs? Le 4 mars 2018, mettez un oui dans l'urne pour l'initiative No Bilag. Fini l'obligation de payer des milliards pour des informations unilatérales, des mensonges flagrants et de la propagande de guerre. Transmettez nos émissions surtout aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Merci beaucoup. En résumé, c'est le schéma typique de ceux qui pratiquent la conspiration et de leurs complices. Aucune loi naturelle, aucune preuve, aussi puissante soit-elle, ne peut les persuader de rectifier. Plutôt que de rectifier, ils assomment complètement leurs victimes avec des calomnies, comme le prouve justement de nouveau l'attaque actuelle de la télévision suisse. Leur désir de calomnie est insatiable. Pourtant, il est évident que ce sont les principaux médias, en particulier, avec leurs calomnies irréfutables, qui parlent de théories de conspiration, alors qu'ils sont eux-mêmes des complices avérés de conspiration. Pour clôturer, un bref rappel d'autres mensonges de SRF en rapport avec ceux qui pratiquent véritablement la conspiration. Les rapports de SRF sont basés sur l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La journaliste indépendante canadienne Eva Bartlett révèle que l'Observatoire syrien des droits de l'homme est basé à Coventry, en Grande-Bretagne, et se compose d'un seul homme. Après de nombreuses visites autofinancées en Syrie, Eva Bartlett affirme: des organisations internationales sur place. Dites-moi lesquelles sont à Alep-Est. Je vais vous le dire, aucune. Ces organisations sont basées à l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Coventry en Grande-Bretagne et composé d'un seul homme. SRF parle des 35 derniers médecins à Alep-Est et de la dernière clinique pour enfants détruite. D'autres médias évoquent le dernier médecin à Alep, le dernier activiste, le dernier pédiatre, etc. Des témoins oculaires indépendants sur place, ainsi que l'association médicale d'Alep, ont parlé de 4160 médecins actifs et enregistrés, dont 800 sont des spécialistes. Par rapport à la Suisse, pays avec les meilleurs soins médicaux, dans toute la Suisse de l'Est, 4040 médecins travaillent dans 76 hôpitaux ou au sein de leur propre cabinet. Il y a donc moins de médecins actifs en Suisse que dans la seule ville d'Alep. SRF a rapporté que les troupes fidèles au régime, en d'autres termes les troupes syriennes, avaient assassiné des personnes lors de leur fuite d'Alep. De nombreux témoins oculaires rapportent le contraire. Lorsque les gens se sont enfuis d'Alep, ils étaient sous le feu des terroristes. Mais les troupes du gouvernement syrien protégeaient les réfugiés en se plaçant comme un bouclier devant eux. Lorsque les Syriens et les Russes ont ouvert 8 couloirs humanitaires pour permettre aux gens de quitter la région, ils ont été lourdement attaqués par des groupes terroristes, souvent par des tirs de mortier. La journaliste d'investigation britannique Vanessa Bailey l'a également confirmé après sa visite à Alep. Elle nous a également dit que ce sont les terroristes qui ont tiré sur les civils qui voulaient fuir en utilisant les couloirs humanitaires mis en place par l'armée syrienne et les Russes. SRF, comme tous les médias de premier plan, affirme à maintes reprises que l'armée syrienne attaque sa propre population.
Le prêtre britannique Andrew Ashdown, qui était récemment à Alep, a eu de nombreux entretiens avec des résidents de la ville, qui ont rapporté que seuls les rebelles ont tiré sur le peuple, ont violé, ont emprisonné et ont enlevé. Le gouvernement syrien et la Russie, d'autre part, étaient les seuls à offrir une aide humanitaire et à libérer le peuple. Robert Lugar, membre du Conseil national autrichien, témoigne que la guerre syrienne a été menée depuis l'extérieur. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ainsi que l'Arabie saoudite, ont entraîné et armé les rebelles qui y combattent et continuent à le faire pour chasser Assad. L'ambassadeur syrien auprès de l'ONU témoigne également que cette guerre barbare sans précédent reflète l'amertume, car le terrorisme continue à être soutenu avec des refuges, des fonds et l'aide de certains gouvernements bien connus. Les gros titres de SRF sur les massacres perpétrés par l'armée syrienne se révèlent être une pure conspiration. Les gros titres basés sur les dires d'un seul homme en Grande-Bretagne. De nombreux civils rapportent que des terroristes ont utilisé des armes chimiques contre les habitants d'Alep Est et Ouest. D'autres témoins oculaires rapportent que des terroristes qui se cachent dans les bunkers sous terre sont sortis, ont tiré leurs bombes sur la population civile et ont de nouveau disparu. Une femme est tombée à genoux devant les terroristes et les a suppliés de lui donner à manger et ils lui ont tiré dans la bouche. Puis il y a eu d'innombrables témoignages de gens parmi les 100 000 civils qui ont été libérés la semaine dernière et qui disent « Dieu merci pour l'armée syrienne qui nous a libérés. Les terroristes ont amassé de la nourriture et nous l'ont refusée. » Le 4 mars 2018, ce n'est pas seulement l'histoire de la Suisse, mais celle du monde qui sera écrite. Le 4 mars 2018, déposez dans l'urne un oui pour l'initiative No Bilag. Merci beaucoup. SRF a relaté à plusieurs reprises que la Syrie et la Russie auraient bombardé des hôpitaux. Exemple. Le centre de traitement du cancer d'Al-Kindi a été détruit par les terroristes d'Al-Nusra. L'image de l'hôpital détruit a été utilisée par les médias comme preuve des attaques syriennes et russes. Quel scandale! On retrouve les mêmes incohérences pour l'hôpital d'Al-Quds qui aurait été détruit, etc. SRF publie à plusieurs reprises que le régime d'Assad est devenu très impopulaire parmi la population en raison de sa brutalité. La religieuse Maria Guadalupe Rodrigo, qui vivait à Alep, regardait par sa fenêtre alors que des milliers de personnes sortaient dans la rue pour soutenir leur président Bachar al-Assad. Ce sont les mêmes images qui ont ensuite été diffusées par les chaînes d'information occidentales, avec l'affirmation exactement opposée, disant que le peuple syrien sortait dans la rue pour demander la démission de son président. SRF affirme que la Russie s'oppose à l'acheminement d'aide humanitaire. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé des hôpitaux mobiles à Alep avec plusieurs tonnes de pansements et de médicaments importants, accompagnés d'une centaine de médecins et de chirurgiens russes. La Russie et l'administration de la ville d'Alep approvisionnent la population en nourriture et tous les produits de base. Conclusion, la Russie n'empêche pas, mais fournit une aide humanitaire d'urgence. CLA TV, les autres nouvelles. Libres, indépendantes, non censurées. Partagez nos émissions avec des personnes qui n'ont pas accès à Internet. Août 1964, golfe du Tonkin, au large des côtes du Nord-Vietnam. Les médias ont diffusé la nouvelle que des vedettes rapides nord-vietnamiennes avaient tiré à plusieurs reprises et sans raison sur 2 navires de guerre américains. Coup de départ pour la guerre. Le Vietnam est attaqué par les États-Unis. Théoricien de conspiration. A-t-on dit contre les gens qui ont dévoilé que cette attaque avait été mise en scène par les États-Unis eux-mêmes comme scandale sous faux pavillon?
Mais aujourd'hui, la conspiration est officielle. Robert McNamara, alors ministre de la Défense, a admis plus tard qu'il s'agissait réellement d'une attaque américaine sous faux pavillon. Octobre 1990, une jeune fille de 15 ans en larmes devant les caméras témoigne avoir vu dans un hôpital koweïtien comment des soldats irakiens avaient arraché des nourrissons des couveuses et les avaient laissés mourir au sol. Comme toujours, les médias l'ont crié haut et fort. Alors, coup de départ pour le grand génocide en Irak. Mais la fille s'est révélée être la fille d'un diplomate koweïtien. Elle a récolté beaucoup d'argent pour ses mensonges de couveuse et a été formée par une agence de relations publiques. Elle a été dirigée par une organisation opérant en Amérique. Elle n'a jamais travaillé dans un hôpital. Les événements étaient des bobards. Ce crime a-t-il été puni? Et pourtant, les médias continuent à se précipiter et à pousser de grands cris contre tous ceux qui découvrent de telles conspirations au bon moment. Théoriciens de la conspiration. Saddam Hussein possède des armes de destruction massive, disait-on dans les médias. De sorte que tout le monde a approuvé avec des signes de tête lorsque les États-Unis et leurs alliés ont envahi l'Irak. 600 000 civils ont été tués, soit 90% des victimes. Au cours d'une opération de 3 semaines seulement, entre 1000 et 2000 tonnes de munitions à l'uranium ont été utilisées par les États-Unis, ce qui a donné lieu jusqu'à ce jour à d'innombrables naissances de bébés terriblement déformés. Quiconque a souligné au bon moment que cette guerre était basée sur un mensonge a été, comme toujours, réduit au silence en tant que théoricien de la conspiration. Mais une fois de plus, quand il était trop tard, la conspiration est devenue officielle. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Colin Powell, a admis par la suite que les sources présumées d'armes de destruction massive ne se sont pas avérées solides. Le groupe d'études sur l'Irak, GEI, composé de 1400 personnes, n'a trouvé aucune arme de destruction massive. Quelle ampleur horrible a eu ce fait de conspiration? L'affirmation d'un informateur libyen à l'ONU, selon laquelle Kadhafi aurait tué 6000 personnes, a conduit à la guerre de Libye par l'OTAN. Les médias ont dit « Kadhafi mène une guerre sanglante contre son propre peuple », et ainsi de suite. Mais l'affirmation des 6000 morts s'est avérée être un mensonge. Lorsque l'informateur a été interrogé plus tard, il a répondu qu'il n'avait pas de source fondée pour le nombre de 6000 morts. Il l'avait entendu comme ça. Kosovo. Selon les médias des pays de l'OTAN, une catastrophe humanitaire se produit. On a parlé de massacres serbes de civils albanais kosovars et d'un camp de concentration. Cela a conduit en 1999 à la guerre de l'OTAN contre l'ancienne Yougoslavie, et donc à une catastrophe humanitaire dévastatrice. Ces allégations ont été réfutées publiquement quelques mois seulement après la fin des bombardements de l'OTAN en Yougoslavie. Selon plusieurs rapports, y compris ceux de l'OSCE, il n'y a pas eu de catastrophe humanitaire au Kosovo avant le début de la guerre. Selon des témoins albanais kosovars, il n'y aurait eu aucun nettoyage ethnique et aucun prisonnier dans le camp de concentration présumé. Le 7 décembre 1941 est entré dans l'histoire comme un jour de la honte. Selon les médias officiels, le Japon a attaqué la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. 2403 personnes ont été tuées. Une fois de plus, l'esprit des gens est chauffé. Et c'est un autre signal prétendument justifié pour déclencher la guerre. Le lendemain, les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon. Mais encore une fois, il s'est avéré plus tard que pour justifier l'entrée en guerre des États-Unis, le gouvernement américain avait délibérément provoqué l'attaque ou était au courant de l'attaque et n'avait pas averti la flotte de Pearl Harbor. Cela a été prouvé par l'historien américain John Toland. Dans un article de journal, Henry Simpson, le ministre des Armées de Roosevelt, a également écrit « Les États-Unis ont délibérément provoqué le Japon à tirer les premiers ».
Par leur propagande, les médias soutiennent donc manifestement les crimes de guerre les plus cruels, dissimulent les responsables et répandent sans cesse des théories de conspiration sans fondement qui mènent aux guerres et aux massacres les plus cruels. Des sources douteuses, des calomnies et des mensonges, souvent mentionnés dans le mode de la supposition, incitent constamment à la haine et jettent les bases de la guerre et de la terreur. Ces crimes ne sont pas punis, au contraire. Des personnes inoffensives sont poursuivies pour avoir dénoncé ces conspirations et sont constamment calomniées. Le 4 mars 2018, ce n'est pas seulement l'histoire de la Suisse, mais celle du monde qui sera écrite. Le 4 mars 2018, déposez dans l'urne un oui à l'initiative Nobilag. C'en est assez de payer des milliards pour des reportages unilatéraux, des mensonges flagrants et de la propagande de guerre. Transmettez cela surtout aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Merci beaucoup. De plus, les images falsifiées, qu'elles soient volées, fake ou tout simplement fausses, sont une aide à la conspiration des bellicistes. Elles servent à inciter à la haine et poussent les gens à se préparer à la guerre. Cette image de torture est destinée à prouver la cruauté d'Assad en 2011. Cependant, la vidéo provient d'un camp en Irak en 2007. Ceci est censé être des chars russes entrant en Ukraine le 19 août 2014. Mais cette photo a été prise en 2008 dans le Caucase. Selon nos médias publics, ceci est un hélicoptère abattu par les séparatistes russes à Slaviansk, Ukraine, en mai 2014. Cette photo, cependant, provient de Syrie en 2013. Cette vidéo se trouve donc sur YouTube, bien avant ce mensonge médiatique. Il s'agit d'un stade avec 10 000 manifestants qui, selon nos médias allemands, ont protesté contre les prétendus séparatistes russes. Les médias indépendants et libres comme CLA-TV trouvent dans de tels moments le bouton du zoom et montrent l'image entière. Il n'y a en fait que quelques centaines de personnes. Ceci est censé être une émission en direct de la place verte dans la capitale libyenne Tripoli, qui montre les rebelles qui fêtent leur victoire. Il est extrêmement étrange pour des téléspectateurs attentifs, cependant, que tout le monde agite des drapeaux indiens et porte des robes indiennes. Conclusion. Il ne s'agit là que de quelques-uns parmi des milliers d'événements similaires qui montrent comment nos prétendus médias de qualité fonctionnent. C'est précisément pour ces raisons que divers partis et mouvements de l'initiative suisse Nobilag demandent que l'argent des contribuables cesse de financer ce type de fraude. Notre contribution soutient ce point de vue et montre au peuple suisse que toutes les formes de radio et de télévision ne doivent être exploitées que sur leur propre initiative et sur leur propre financement, mais qu'elles ne doivent plus passer par un financement par taxe obligatoire. Le principe d'une libre économie de marché doit également s'appliquer à tous les médias. Le 4 mars 2018, déposez dans l'urne un oui à l'initiative Nobilag. C'en est assez de payer des milliards pour des reportages unilatéraux, des mensonges flagrants et de la propagande de guerre. Transmettez cela surtout aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Merci beaucoup. Un monde, 3 agences de presse. Tamedia, qui est le plus grand groupe privé de médias de Suisse avec plus de 3000 employés à temps plein, veut instaurer une nouvelle politique des salaires pour ses filiales, y compris au Danemark, au Luxembourg et en Allemagne. Ce géant des médias l'a annoncé le 25 février 2017. Selon Christophe Zimmer, le porte-parole de Tamedia, la nouvelle politique des salaires fonctionnerait comme suit. Plus ces journalistes sélectionnés ont de visiteurs, plus haut sera leur salaire, leur prime.
Jusqu'ici, on pourrait penser, c'est bien, plus de performance, plus de salaire. Mais si on écoute plus précisément comment cette innovation a été présentée, on doit constater qu'à l'avenir, on ne payera pas d'après le degré de travail fourni, mais d'après la complaisance des reportages. Selon Raphaël von Matt de SRF1, ne pourrait participer à cette course salariale que celui qui met en ligne de façon loyale et attractive les modèles que l'agence lui a envoyés. Raphaël von Matt a dit littéralement « Seuls les journalistes qui transforment les dépêches d'agence en articles participent à cette expérience. » A contrario, certains n'auraient pas la permission de participer à cette course salariale, à savoir, je cite SRF1, « Les journalistes qui écrivent leurs propres histoires et reportages en sont à contrario exclus. » Nous voulons souligner ce qui suit. Chez Tamedia, seuls bénéficieront d'un salaire plus élevé les journalistes qui, à l'avenir, utiliseront et retravailleront fidèlement au mieux les textes proposés par les agences de presse. Mais ceux qui ne rédigent que leurs propres histoires et reportages sont exclus a priori de la course, peu importe s'ils attirent beaucoup ou peu de personnes par leurs articles. Conclusion. Peu importe donc combien de nouveaux lecteurs un journaliste pourra gagner à l'avenir par ses propres articles. On ne le récompensera pas par un plus haut salaire et des primes. Tandis que tout journaliste fidèle à l'agence pourra bénéficier d'une augmentation salariale et de primes pour chaque nouveau lecteur. Alors, on ne reçoit des primes que pour des textes prédigérés. Le 4 mars 2018, déposez dans l'urne un oui pour l'initiative No Bilag. C'en est fini de l'obligation de payer des milliards pour des informations unilatérales, des mensonges flagrants et de la propagande de guerre. Transmettez cela surtout aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Merci beaucoup. Le public ne réalise combien cette nouvelle politique des salaires de Tamedia est dangereuse que s'il est au fait des développements suivants. Savez-vous qu'actuellement, il n'y a qu'environ 3 agences de presse globales par lesquelles le monde entier est alimenté en nouvelles? Selon des témoignages oculaires d'Udo Ulfkotte et de beaucoup d'autres personnes, ces informations mondiales seraient contrôlées et souvent rédigées par des militaires haut placés, des services secrets, etc. Donc, quiconque compare attentivement les reportages apparemment diversifiés arrivera au résultat suivant. Ils proviennent toujours et partout des seuls et mêmes messages de base. La diversité constamment mise en avant réside seulement dans l'habileté des journalistes du monde entier à préparer des articles et à retravailler la formulation. Les 3 agences évoquées plus haut sont les suivantes. Numéro 1. L'Associated Press américaine AP a plus de 4000 collaborateurs à l'échelle mondiale. L'AP appartient à des entreprises de médias des États-Unis et sa rédaction principale se trouve à New York. Les informations de l'AP sont utilisées par environ 12 000 médias et elles atteignent la moitié de la population mondiale. Numéro 2. L'agence France Presse AFP, française semi-étatique, a son siège à Paris et y emploie environ 4000 collaborateurs. L'AFP envoie plus de 3000 messages et 2500 photos par jour à des médias aux 4 coins du monde. Numéro 3. L'agence britannique Reuters à Londres est organisée économiquement de manière privée et emploie un peu plus de 3000 collaborateurs. Le Suisse moyen ou l'Allemand moyen se dit maintenant « Bon, ça n'a rien à voir avec notre presse. Ces agences-là ont leur siège aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne. » Nous avons quand même une presse diversifiée grâce à notre liberté de la presse. Mais ceci est justement la plus grande erreur. Si on compare attentivement les reportages médiatiques, on constate que presque tous les médias, y compris en Suisse et dans l'Union européenne, reprennent et retravaillent exactement les mêmes reportages issus de ces 3 agences nommées ci-dessus. Le nouveau système salarial de Tamedia annonce par là l'époque de la pensée unique, encore plus forte pour tous. Conclusion de cette expérience. Par chaque propre pensée, tous les journalistes encore indépendants vont se punir eux-mêmes. A contrario, à l'avenir, tous les journalistes qui écriront de manière assidue et fidèle au système pour plus de salaire et de primes puniront de cette façon le monde entier.
Le 4 mars 2018, ce n'est pas seulement l'histoire de la Suisse, mais celle du monde qui va être écrite. Le 4 mars 2018, déposez dans l'urne un oui pour l'initiative No Bilag. C'en est fini de l'obligation de payer des milliards pour des informations unilatérales, des mensonges flagrants et de la propagande de guerre. Transmettez cela surtout aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Merci beaucoup.